Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Sur invitation de son homologue béninois, le président Diomaye Faye du Sénégal est en visite de travail à Cotonou depuis ce 15 juillet 2025. Enjeux et perspectives de son séjour sur les relations entre le Bénin et le Sénégal sont à découvrir dans cette édition. L'arrestation du journaliste béninois Komlan Hugues Sosoupet défraie toujours la chronique. Depuis le 11 juillet dernier, l'analyste politique Agapite Napoléon Maforican se prononce sur sa situation. La phase écrite du baccalauréat, session unique de remplacement, est en cours depuis lundi 14 juillet 2025 au CEG Sainte-Rita à Cotonou. Les candidats ont reçu la visite du ministre conseiller à l'enseignement secondaire et à la formation professionnelle. Cet après-midi, nous y reviendrons dans cette édition. Bonsoir à nouveau. Le président sénégalais Diomaye Faye est depuis ce mardi à Cotonou pour une visite de travail, une visite officielle qui marque un jalon important dans les relations entre le Bénin et le Sénégal. Le contenu détaillé des discussions n'a pas encore été communiqué. Toutefois, les deux chefs d'État devraient aborder les grands axes de coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques, diplomatiques et sécuritaires. Mais les enjeux et les perspectives de cette visite pour la coopération entre les deux pays sont abordés par Hamzat Abdoulaye, analyste géopolitique. Il est au micro de Francis Farami, Nassérine Fatoumbi. Le Bénin et le Sénégal partagent une histoire commune à travers la traite négrière. On a la porte de non-retour de Ouidah, on a à Gorée également quelque chose de très symbolique. Et l'autre chose, c'est que on dit souvent le port de Cotonou a une dynamique exceptionnelle, mais c'est pareil aussi avec Dakar. Donc je pense qu'il y a sur plusieurs points, le Bénin et le Sénégal se ressemblent. On peut aussi ajouter la stabilité politique. Le Sénégal et le Bénin font office de bons élèves de la démocratie depuis plusieurs années. Et je trouve qu'au nom de toutes ces similitudes, la coopération entre ces deux pays devrait être renforcée depuis longtemps. On se demande pourquoi aujourd'hui. Mais là n'est même pas la question. La question est de savoir sur quel plan la coopération sera basée. Alors sur trois plans pour moi. Sur le plan économique, eu égard à ce dynamisme formidable, à cette dynamique formidable qu'on a observée sur l'échiquier économique de ces deux pays, je pense qu'une coopération bilatérale liée spécifiquement à l'économie va renforcer la coopération de ces deux États, va renforcer le lien entre ces deux États et profiter évidemment aux populations de ces deux États. La deuxième chose, c'est au niveau sous-régional. Le Sénégal a un État qui a de la voix au sein de la CEDEAO et je pense que le Bénin progressivement également est en train de marquer les pas pour également se faire entendre vis-à-vis des questions sous-régionales, sécuritaires, économiques et de développement. Donc je pense que les discussions également seront axées autour de l'avenir de la sous-région, de l'avenir de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui est mise en péril, comme vous le savez, depuis le retrait du Mali, du Burkina et du Niger. Donc fondamentalement, et je termine là-dessus, cette rencontre des deux chefs d'État va marquer le début d'une relation qui restera durable à partir du moment où ils partagent une même culture, si on le veut, une histoire commune, un destin partagé et bénéficient de ce qu'on appelle la stabilité démocratique. Je pense qu'ils vont s'entendre et qu'ils vont également faire en sorte que cela soit profitable à leurs populations respectives. Bien sûr, on ne peut pas
finir sans aborder la question sociale. Il y a énormément de Béninois qui étudient à l'université Cheikh Anta Diop. Il y a également pas mal de Sénégalais, ressortissants sénégalais qui font du commerce, qui font du business et sont inscrits dans plusieurs facultés et écoles au Bénin. Donc je pense que dans ce couloir diplomatique, spécifique lié à l'éducation, lié également au social, il pourrait avoir une signature d'accord qui peut faciliter les transitions, qui peut faciliter les passages entre les deux États, entre les universités et entre également les ressources liées à l'économie, concept pérenne pour l'avenir des populations et ressortissants de ces deux États. La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu public ce lundi le chronogramme des élections générales de 2026. Ce chronogramme publié se décline en 3 volets: les activités communes des élections législatives et présidentielles, un calendrier propre aux législatives du 11 janvier 2026 et un autre pour la présidentielle prévue en 2 tours, les 12 avril et 10 mai 2026. La Cour met également en place une plateforme numérique dédiée au dépôt de candidatures et à la désignation des délégués d'arrondissement et communaux dès le 15 octobre 2025. Selon la note, cette innovation vise à renforcer la transparence, l'efficacité et le contrôle des processus électoraux. Parmi les grandes dates à retenir, les législatives auront lieu le 11 janvier 2026 avec les résultats qui sont attendus pour le 16 janvier. Le premier tour de la présidentielle est fixé au 12 avril 2026, suivi des résultats provisoires le 17 avril et des résultats définitifs le 21 avril. Un second tour, si nécessaire, se tiendra le 10 mai avec des résultats définitifs proclamés le 20 mai. Autre information, arrêté en Côte d'Ivoire puis extradé au Bénin, le journaliste et activiste béninois Komlan Hugues Sossoupé a été auditionné et fixé sur des charges retenues à son encontre lundi 14 juillet 2025 par le procureur spécial près la Criette. Reçu par Abdelkader Achirou dans l'émission matinale ce mardi 15 juillet 2025, Agapit Napoléon Maforican, consultant médias communication, chroniqueur politique et ancien conseiller à la HAC, s'est prononcé sur cette arrestation et sur l'activisme du journaliste et promoteur du média en ligne Olofofo. On le suit ensemble. Coup à la liberté d'expression, je ne pense pas. Je ne pense pas, puisque les chefs d'accusation, en tout cas les motifs pour lesquels le sieur Sossoupé a été appréhendé ont été listés, et ces motifs constituent des infractions à la loi. Donc, la Cour de répression parle d'incitation à la rébellion, d'incitation à la haine et à la violence, d'harcèlement par le biais d'une communication électronique et d'apologie du terrorisme. Le tout est globalement inscrit dans la loi portant code du numérique en République du Bénin, tout au moins. Et donc, du coup, comme je l'ai dit, ce sont là des infractions à la loi, et donc c'est pas encore la liberté de la presse. La liberté d'expression, comme la liberté de la presse, s'exprime conformément à la loi. Donc, du coup, vous êtes libre d'exprimer toutes vos opinions, de recevoir des opinions, mais à charge d'en répondre des abus devant la loi. Donc du coup, chacun doit pouvoir en être suffisamment édifié. On se pose la question de savoir, est-ce que chacun se positionne dans son camp ou à sa place? En réalité, et ça c'est l'État ivoirien qui pourrait se poser cette question, et où les avocats de Sossoupé. On a su mettre Papa P qui se pose déjà cette interrogation. Non, il lui se pose des questions. Est-ce que l'intéressé s'est plaint d'un manquement à sa dignité, à sa personnalité, donc des actes de voie de fait ou de violence? Enfin, s'il n'y a pas eu ça, a priori, je ne vois pas de quoi lui se plaint. Il n'est pas l'État ivoirien. Il n'est pas... Enfin, donc, c'est des actes entre deux États, ça il n'appartient pas à l'avocat de s'en mêler, non?
Partez pas l'avocat de s'en mêler, mais Agapit, est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait quand même un respect des procédés en la matière? Et qui vous a dit que les procédés sont violés? Et pourquoi à ce jour, nous n'avons pas une sortie officielle pour quand même clarifier les uns les autres? Il n'est pas obligé. Statut officiel de qui? De l'État béninois. L'État n'est pas tenu. L'État est représenté au tribunal. Donc pour le moment, les investigations ont continué. Parce que le dossier est devant un juge d'instruction, je suis sûr. Les avocats ont accès au dossier, c'est leur droit. Donc du coup, je pense que la procédure en la matière est en cours. Donc du coup, on ne peut pas, faut pas que nous dévancions les faits. Comme je l'ai dit, on a parlé d'abord, on a commencé par parler donc d'enlèvement. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut plus parler d'enlèvement. Puis et sa famille, et ses avocats, et ses proches savent là où il est. Donc du coup, l'État répond de ses actes. Et donc, il faut attendre que des éléments soient suffisamment disponibles pour que nous puissions tous aviser. Moi, qui suis, je serai plus à l'aise lorsque beaucoup d'éléments seront à disposition. Il y a 2 jours, je n'avais pas les chefs d'accusation aussi clairs. Aujourd'hui, au moins on sait ce que les motifs pour lesquels il a été appréhendé. Bon, donc, mais on n'est qu'à l'instruction. Donc, il est présumé innocent, mais l'État prend ses dispositions pour le garder. Donc, tout ça fait partie des procédures normales en la matière et il n'y a pas à mettre la charrue avant les bœufs. Et quelle est votre opinion sur l'activisme de Hugues Komlan-Sossoupé? Ah ben là, je sais pas, moi, c'est à lui d'apprécier. Vous avez une fois, par moment, scrollé ces pages pour voir un peu qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est Non, écrit. je ne veux pas sur ces pages. Moi, je ne suis pas consommateur des diatribes incendiaires ou des propos qui portent l'atteinte à l'honorabilité des gens. Je suis partisan de la liberté, défenseur, et comme je l'ai dit, j'ai passé une bonne trentaine de ma vie professionnelle, donc pratiquement toute ma vie professionnelle à ça. Que ce soit à l'université, que ce soit sur les bancs, que ce soit en tant que membre d'association, en tant que régulateur. Donc je pense que nous sommes en droite ligne dans le respect de la liberté d'expression de la presse. Mais comme je l'ai dit, la liberté de manière générale s'arrête là où commence celle de l'autre. La liberté s'exerce conformément à la loi. Et que ce soit tous les instruments dont nous disposons, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, toute liberté s'exerce conformément à la loi. Et l'un des principes sacro-saints du vivre ensemble, c'est le respect de l'autre. Le consultant média communication, chroniqueur politique et ancien conseiller à la HAC s'est également exprimé sur le colloque international organisé dans le cadre des 30 ans de la HAC et sur l'utilisation de l'intelligence artificielle de nos jours. Il est toujours au micro d'Abdelkader Achio. Disons que, je l'ai dit ailleurs, moi j'aurais dissocié les 30 ans de cette thématique parce que les 30 ans c'est toute une histoire, c'est un cheminement qu'il faut raconter, qu'il faut faire vivre aux plus jeunes. Il faut montrer la régulation en 1994, la régulation en 1999, la régulation en 2004, la régulation en 2009, la régulation en 2013, la régulation en 2017 et la régulation en... Donc, ouais, il faut 2013, 2018 et puis 2023. Donc, il faut essayer, à mon humble avis, et vous allez voir tout le grand chemin que la HAC a pu faire. Toute cette création, toute cette riche expérience en matière de création, de la régulation, aussi bien au Bénin qu'en Afrique. Et en racontant cette histoire, on racontait l'histoire du réseau des espaces africains de régulation de la communication. Un très bel exemple de coopération, mais qu'on peut utiliser. D'ailleurs, j'ai vu avec la plateforme des régulateurs de l'UEMOA la réunion de Lomé qui a eu lieu le 14 juillet, lundi. Donc du coup, ouais, cette plateforme fonctionne très bien. Donc du coup, on aurait pu faire l'histoire et voir les grands points ou les grands acquis sur ces années-là et peut-être plonger dans l'intelligence artificielle qui est la réalité d'aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, on était dans le numérique. Avant, on était donc, on a connu des situations, on en connaîtra d'autres. Donc, cela dit, les 2 jours de réflexion ont été très, très enrichissants parce que c'était de la crème au niveau, c'est des régulateurs africains, c'est le haut niveau, beaucoup de présidents. De grandes sommités qui étaient beaucoup de présidents, voilà, des présidents, des secrétaires généraux, des hauts cadres, des anciens. En fait, c'est une belle brochette donc de sachants en la matière. Et ça, j'avoue que ça a été suffisamment, dense, on peut le dire. Le savoir était là, les échanges étaient suffisamment, je veux dire, riches. Et donc,
La HAC, on peut dire que la HAC a pu tirer le substrat, c'est ce que disait le président Loko à la clôture. Les idées sont là. Il appartient désormais maintenant à chaque régulateur, dont la HAC, donc de tirer ce qu'il doit tirer dans le cadre de la régulation électorale en 2026, donc à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle. Mais que représente pour vous l'intelligence artificielle pour 2026? Écoutez, pour moi, citoyen ou communicateur, c'est un outil précieux, mais un outil à surveiller de près. Et pour le régulateur, c'est un outil à surveiller de très près, un outil dangereux, à surveiller de très près. L'intelligence artificielle n'est que de l'ordinateur des années 60, le numérique, l'Internet des années 80 et le tout numérique des années 90, de 2010. En fait, c'est des évolutions plus fines, plus raffinées, voilà, de tout ça. De et on en aura d'autres. On en aura d'autres. Mais la question est de savoir, le régulateur, lui, il a les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs pour réguler. Il suffit simplement. Alors, le régulateur, il va dire quoi? Il prend deux décisions. Une décision pour la pré-campagne, où il fiche la pré-campagne, et une décision pour la campagne. S'il dit que vous ne... D'ailleurs, on avait commencé par dire qu'on ne peut pas annoncer les résultats sans dire d'où on tient la source. Alors, lorsque les gens utilisent n'importe quel truc, et l'intelligence pour vous dire que voilà les résultats, et vous sortez ça, mais si la plateforme n'est pas crédible, et vous tombez sur le coup de la loi. Donc, en fait, c'est dit simplement que la HAC a tous les moyens pour gérer cette période. Mais ce qui aurait été bien, et je pense que c'est pour ça qu'elle fait de la pédagogie, c'est de faire en sorte que toutes les parties prenantes, donc les médias, les producteurs d'informations comme les candidats aux élections présidentielles, législatives, communales et autres, les acteurs comme l'OGE et la Sénat, organisation des élections, et les autres institutions, que chacun travaille à son niveau à faire le travail qui est le sien. La HAC est chargée de la régulation, donc de la gestion de la campagne, de l'accès aux médias, tout ça là. Elle connaît son travail, elle va le faire. Il appartient aux médias d'être disciplinés, c'est-à-dire d'être professionnels tout simplement. D'être professionnels. Ces choses vont venir, il y en aura d'autres encore qui vont peut-être nous surprendre. Il faut juste faire attention et ne pas céder à la facilité. Les règles sacro-saintes simplement. Il n'y a qu'une seule règle à mon humble avis, la règle sacro-sainte. Elle est unique. À travers un communiqué en date du 9 juillet dernier, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication rappelle aux directeurs de publication leur obligation de dépôt légal des journaux et écrits périodiques. Une obligation prévue aux articles 62 et 63 du Code de l'information et de la communication en vigueur en République du Bénin. Et un guichet, il faut le préciser, a été instauré ce 15 juillet à Cotonou avec des dispositions particulières pour les médias situés hors de la capitale économique. Situé au rez-de-chaussée de l'immeuble abritant l'annexe de la HAC à Cotonou, ce guichet sera ouvert les jours ouvrables de 8h à 10h. Et 3 exemplaires de chaque publication seront signés par le directeur de publication ou de son fondé de pouvoir, précise cette note signée du secrétaire général de la HAC, François Aoudou. Sont également concernés les médias basés en dehors de Cotonou et Porto Novo. Ils sont invités à effectuer leur dépôt légal auprès des directions régionales de la HAC. En complément, l'institution autorise l'envoi des exemplaires par courriel à l'adresse suivante: dépôtlégal@hac.bj. Autre information dans cette édition, je l'annonçais en titre, le ministre conseiller à l'enseignement secondaire technique et à la formation professionnelle, Espedi Ressou, a apporté son soutien moral et psychologique, comme je le disais plus tôt, le soutien du gouvernement, le soutien moral et psychologique du gouvernement aux candidats souffrants et accidentés qui composent la session de remplacement du baccalauréat 2025. C'était dans l'après-midi de ce 15 juillet à l'unique centre de composition, le collège d'enseignement général Saint-Rita. Le reportage est signé comme l'an Quentin Amoussou.
Apporter le soutien moral et psychologique du gouvernement aux candidats souffrants et accidentés qui composent la session de remplacement du baccalauréat 2025. Telle est la démarche du ministre conseiller à l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle Espedi Wessou au centre unique CEG Saint-Hérita dans l'après-midi de ce mardi 15 juillet 2025. C'est important que nous arrivions ici pour soutenir les candidats qui n'ont pas pu composer à cause d'un problème de santé. Et j'ai pu vérifier par moi-même qu'ils étaient effectivement des candidats qui avaient des problèmes de santé pendant la période où on faisait le baccalauréat. Vous avez vu dans les salles qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils sont venus. Nous avons apporté à ces candidats notre soutien. C'est leur dire que malgré leur état convalescent ou leur état guéri, que la République est derrière eux pour les soutenir de façon à ce qu'ils aient leur baccalauréat. Le ministre a saisi l'occasion pour décrypter le record du taux d'admissibilité au baccalauréat 2025. Cette année, on peut le dire, c'est un grand cru. 73% de taux d'admissibilité. Je crois que de mémoire de Béninois, nous n'avons jamais eu tout ça. La deuxième chose, c'est les raisons fondamentales pour lesquelles nous avons eu ces résultats. La première raison, c'est la permanence des enseignants au cours. Pendant près de 9 ans, le gouvernement s'est appliqué à faire en sorte que nous n'ayons plus les années que nous avons connues dans le passé. La deuxième chose, c'est le travail fait par les encadreurs, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs. De sorte qu'au cours de l'année, les niveaux d'apprentissage ne sont pas différents. Du sud jusqu'au nord, on s'assure que les enfants ont eu les mêmes encadrements pédagogiques. De sorte que les résultats que nous avons aujourd'hui sont des résultats qui viennent confirmer le travail qui a été fait pour des 9 ans ou 10 ans. Espedi Wessou a également apprécié le travail abattu par l'Office du baccalauréat. C'est ce greffe qui fait la réussite de la direction générale de l'Office du bac. C'est l'alchimie intergénérationnelle. J'ai retrouvé pendant cette période que les personnes qui sont dans l'encadrement, dans l'organisation du bac, dès que le bac en 70, nous avons vu également des correcteurs qui ont leur bac en 2020. Ça fait 57 heures d'écart d'âge. Et eux tous à faire avec la même conscience à l'organisation d'un baccalauréat. Et ça veut dire simplement que le passage de témoin est garanti. Un soutien de taille pour ces candidats qui ont débuté les compositions hier lundi 14 juillet et qui prennent fin le mercredi 16 juillet 2000. On parle de diplôme. Le niveau de diplôme est-il toujours une garantie pour s'assurer un bon avenir professionnel? À cette question, on essaye de répondre quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Aujourd'hui, ce sont les diplômes qui nous amènent à nous considérer comme des cadres. Et quand on dit on est cadre, c'est qu'on veut être cadré. On ne veut plus être souple, flexible et adaptable. Je pense plutôt que c'est la dimension humaine qui compte. Quelle est la formation humaine que nous avons eue pour pouvoir nous tirer des difficultés, pour pouvoir trouver des solutions face aux obstacles. C'est de ça qu'il s'agit. Tous autant que nous sommes ici, nous avons tous des diplômes. Bon, quelques rares personnes qui n'ont pas de diplôme ici, mais à des degrés divers. Et le fait d'avoir un diplôme, c'est déjà bon. Est-ce que vous voyez? Mais ça ne vous garantit pas. Quand tu as le diplôme, tu as déjà garanti ton avenir. Puisque les recrutements aujourd'hui, c'est à base des diplômes qu'on recrute les gens dans des secteurs. Quand tu n'as pas le niveau, et quand on veut recruter, qui va te recruter? Donc, quand tu as le diplôme, tu as déjà une garantie de ton avenir. Le long d'une formation pour obtenir un parchemin, le parchemin ne représente pas la finalité, mais c'est un tremplin pour exposer, pour disposer et présenter ce dont on a les qualités. Donc, on ne doit pas se limiter au diplôme,
mais à notre construction du savoir et à notre construction dans notre dimension humaine. Parce que le diplôme ne réfléchit pas à la place de l'homme. Je connais d'autres, et ils n'ont même pas de diplôme, mais eux-mêmes ils s'en sortent bien. Seulement que, parce que le diplôme, il y a le diplôme à part, il y a la connaissance à part, et il y a la compétence. Est-ce que vous voyez? Le tout, tu peux avoir les diplômes et ne pas être compétent. Est-ce que vous voyez? Or, le monde d'aujourd'hui, là, il faut être compétitif. Et ouais. Donc, il faut savoir, en tout cas, il faut être un bon manager, il faut être entrepreneur, il faut avoir le courage, et bon, le reste viendra. Autre interrogation dans cette édition, quand un homme décide de se marier, sur quels critères doit-il se baser pour choisir sa conjointe? Des citoyens se sont prononcés sur cette question au micro de Kanté Amoussou et Francis Fahmy. Moi d'abord, je suis un gentleman. C'est deux caractères à la fois. Son bon caractère et sa beauté. C'est les deux à la fois. Quand tu veux marier une femme, je crois qu'il y a au moins 3 critères. La personne doit être un peu présentable. Et son comportement. Et sa manière d'agir. Tu dois contrôler ça. Sinon, si tu te lances avec une femme, tu as vu la beauté, d'accord. Mais quel comportement? Que les jeunes qui m'écoutent, vraiment, m'écoutent très bien. Il y a 3 sortes de beauté. Il y a la beauté morale, la beauté spirituelle et la beauté physique. J'ai cité la beauté physique en dernier ressort parce que c'est minime. Parce que la beauté, aujourd'hui, les jeunes, c'est la beauté physique qui les font courir. Ça, là, elle a des fesses, elle a une belle forme, elle a ci, elle a ça. Et puis bon, sans contrôler, sans avoir quoi que ce soit, bon, ils se jettent dedans. 2 jours après, c'est la dislocation et les choses se dégringolent. Et puis ça y est, les problèmes commencent. On ne court pas derrière une femme parce qu'elle a un physique joli. Elle a les seins comme ça, elle a un derrière comme ça, c'est dangereux. Très, très, très dangereux. C'est le caractère de la femme. En lisant en elle, à travers elle, on voit, voilà une femme qui peut garder un foyer, qui peut être maman d'une maison, qui gère une maison. Quand vous allez choisir votre femme, vous allez la choisir pour la vie. Quelqu'un l'a dit, en tout cas, mariez-vous. Si vous avez la chance de tomber sur une bonne femme, vous serez heureux à vie. Mais si vous tombez sur une des femmes données, vous serez philosophe à jamais. Vous allez penser votre vie à chercher les raisons de votre propre existence d'abord, avant de commencer par connaître qui elle est, pourquoi vous êtes ensemble et tout le reste. Actualité hors de nos frontières au Mali, un convoi militaire malien est tombé dans une embuscade lundi 14 juillet à Al-Kit, entre Kidal et Anefis, dans le nord du pays. Les rebelles du FLA, le Front de libération de l'Azawad, ont affirmé avoir totalement neutralisé ce convoi. L'armée a reconnu des combats sans communiquer leur issue. Selon les informations de médias internationaux, les djihadistes du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, étaient également présents lors de cette embuscade. Autre information de nos frontières, Donald Trump qui s'est dit lundi une nouvelle fois déçu par son homologue russe Vladimir Poutine a donné à la Russie 50 jours pour mettre fin à la guerre sous peine de sanctions sévères et annonce l'envoi prochain à travers l'OTAN d'un grand nombre d'armées à l'Ukraine. Ce faisant, le président américain a clairement montré que sa patience vis-à-vis du président russe était arrivée à bout. Trump a fait cette annonce lors d'une réunion dans le bureau ovale avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte,
Le président a précisé qu'il s'agirait de droits de douane secondaire, c'est-à-dire qu'il ciblerait les partenaires commerciaux de la Russie afin d'isoler Moscou dans l'économie mondiale. Outre la menace de droits de douane, Donald Trump et Mark Rutte ont discuté d'un projet de modernisation d'un réseau d'armement américain et les alliés européens prévoient d'acheter du matériel militaire puis le transférer en Ukraine. Donald Trump a décidé que ces achats représenteraient des milliards et des milliards de dollars. On passe enfin aux actualités sportives. Après avoir conquis les férus du football en Côte d'Ivoire, le groupe 13 de Jonathan Morrison, en collaboration avec l'agence de communication Il Sacré, a lancé officiellement samedi dernier à Cotonou la compagnie africaine Morrison CAM au Bénin. C'est un tournoi de football petit poteau à 5 qui se veut un tremplin pour la saine émulation de la jeunesse béninoise. Reportage signé Setonde Larios à Djagouino. La plus grande compétition de football petit poteau d'Afrique, la fête du football de rue, la CAM 2025 s'annonce à grands pas au Bénin. À moins d'un mois du coup d'envoi de la première édition du tournoi, l'agence Il Sacré et le groupe 13 de Jonathan Morrison présentent le football au public sportif béninois. Notre objectif, c'est vraiment de développer ce sport local qu'on joue partout dans les rues, dans les quartiers ici. C'est le sport le plus pratiqué partout en Côte d'Ivoire. C'est un sport qui est très facile à pratiquer. Tout ce que nous sommes, nous avons pu assister à la beauté de cette compétition-là en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette compétition vient au Bénin parce que le public béninois est quand même l'un des publics, après la Côte d'Ivoire, qui est le plus présent dans les audiences de la CAM. Et l'on observe cet engouement au lancement officiel de la CAM Bénin dans l'après-midi du samedi 12 juillet 2025 au centre EIA. Et influenceurs, et artistes, et journalistes reporters sportifs, et amoureux du Curon sont réunis autour des organisateurs. J'aimerais qu'on porte le projet très loin, d'accord, qu'on les soutienne à fond. D'accord. Si vous pouvez avoir confiance en moi, alors, mais maintenant confiance en 13. Si vous pouvez avoir confiance en notre artiste, alors, ayons confiance au 13. Soutenons la CAM Bénin 2025. CAM Bénin va être une très belle compétition. Et là où il y a le sport, enfin, là où il y a la jeunesse, là où il y a la joie, moi je suis là. Et c'est par là, c'est à cette occasion-là que je me retrouve au beau milieu de cette belle compétition qui est en train de se préparer. Je pense que ça fait longtemps que j'ai déposé les crampons, mais le 19, il y a le match de gala qui va venir avec les influenceurs. Je vais enfiler mes crampons et leur montrer que je ne suis pas totalement rouillé. Il n'y a pas mieux pour planter le décor. Officiellement, je peux vous annoncer que la CAM Bénin a débuté et ça va être une très belle expérience. Tout à fait. Les 16 équipes en lice connaissent leurs adversaires à la phase de groupe. Porto Novo MC, Lokosa MC, Abomey Calavi MC, Ouida FC, Tantokpa, Akpakpa FC, Verdecor FC, Fidjrose FC, Zongo MC, Parakou MC, Save FC, Djougou MC, Kandi FC, Boykon FC, Niki FC et Natitengu vont animer la première édition de la CAM Bénin du 2 au 31 août 2025 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Au-delà du match qu'on regarde, les fans, les supporters, les habitants des différentes villes ressentent un attachement vraiment spécial à leur équipe. Et c'est ce qu'on veut instaurer ici au Bénin aussi, avec les jeunes joueurs et les différentes villes et quartiers du Bénin. Le vainqueur de la compétition va représenter le Bénin au tournoi des champions, une compétition à l'image de la CAN qui va regrouper les champions de chaque pays. Les guépards mini-footballeurs ont été battus lors de leur frontière sortie ce 15 juillet à Derna, en Libye. Le seul but béninois a été inscrit par Brice Gozo. Ils tenteront de se relancer face au Ghana demain, mercredi 16 juillet à 18h. Cette deuxième sortie s'annonce décisive pour la suite de leur parcours dans cette CAN de mini-football. Une victoire est impérative pour garder l'espoir d'une qualification
Le staff technique s'active à corriger les lacunes observées lors du premier match. Les supporters, quant à eux, espèrent une réaction d'orgueil de leurs représentants sur le terrain. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.